Nous allons donc pouvoir passer sans plus tarder à la toute dernière table ronde de ce colloque 2013. Alors, puisque justement nous en avons déjà parlé, nous avons déjà investigué en quelques mots sur la prospective, nous avons déjà évoqué certaines technologies. Je vais vous proposer d'y venir un peu plus avant pour ce qui concerne les défis technologiques pour demain, les perspectives industrielles, à travers quelques témoignages qui nous sont proposés par les invités que je vais convoquer maintenant sur scène. Monsieur Marc Florette, directeur de la recherche et de l'innovation de GDF Suez. Juliette Imbach, qui est adjointe au responsable du programme Saint-Dièse pour le CEA. Julien Rousseau pour le projet Beautyfuel, responsable projet biocarburant et chimie renouvelable de Sophie Protéol. Monsieur Frédéric Martel, directeur de Procétol 2G, projet Futurol. Et monsieur Bruno Jarry, membre de l'Académie des technologies. Autant de témoins qui vont pouvoir s'exprimer eux aussi devant vous pour aller un peu plus loin sur notre connaissance de ces nouvelles technologies. Et encore une fois, vous l'avez compris, nous terminons en point d'orgue de ce colloque sur les matières les plus avancées, les domaines, les secteurs les plus avancés en matière de prospective. Et vous allez pouvoir nous confirmer l'état des lieux, le point de situation de telle ou telle technologie dont nous allons parler dans un instant. Alors, je voudrais commencer, si vous le voulez bien, par peut-être rappeler... vous proposer, en tout cas, c'est vous qui le ferez, quelques scénarios dont nous avons déjà un peu parlé à travers différents stades de ce colloque. Est-ce que quelqu'un voudrait nous parler un petit peu de ce qui se dessine globalement, avant d'entrer peut-être les uns et les autres sur les projets les plus concrets? Monsieur Jarry, peut-être pour une sorte de rappel d'éléments de contexte. Bien, on a déjà évoqué tout à l'heure la deuxième génération des biocarburants, qui est en fait une vieille histoire. Je voudrais simplement rappeler que tout ça a démarré vraiment après le premier choc pétrolier, puisque déjà l'Institut français du pétrole avait monté à cette époque un pilote qui proposait d'utiliser la cellulose avec un système enzymatique qui utilisait le bois pour libérer le glucose et donc faire de l'éthanol derrière. Et puis il y avait eu également à l'époque des premiers travaux à Clamecy sur la filière thermochimique de l'utilisation de la biomasse forestière également pour libérer des gaz qui, recombinés par le Fischer-Tropsch, permettaient de produire du biodiesel. Donc on appelle ça deuxième génération, essentiellement parce qu'il s'agit d'utiliser des matières premières lignocellulosiques qui peuvent être soit la forêt et des déchets de forêt, soit des déchets organiques d'ailleurs, et on y a fait allusion tout à l'heure. Donc, deuxième génération qui, à cette époque, était encore assez balbutiant. Il y a eu un renouveau de tout ça dans les années 2000, avec d'un côté une demande qui venait essentiellement d'Europe d'ailleurs et qui montrait que pour les questions qu'on a abordées également dans la première session, il y avait une espèce de rupture entre ce qui venait de l'agriculture et qui pouvait être utilisé pour l'alimentation, et puis de l'autre côté, ce qui pouvait être utilisé comme source de matières premières énergétiques, et on pensait à ce moment-là de nouveau aux lignocellulosiques. Cette question a été abordée complètement au niveau mondial. Ça n'est pas du tout une spécificité française, loin de là. Et on a vu émerger toute une série de recherches à ce moment-là qui ont été pilotées aux États-Unis par le département de l'énergie, qui a été développé en France d'abord par l'Agence nationale de la recherche, et puis quand on est arrivé au stade, je dirais, des pilotes un peu gros, par des aides diverses, en particulier par, d'une part, le fonds démonstrateur de l'ADEME, qui
qui a eu un successeur avec le grand emprunt qui a permis à ce moment-là de également financer ce genre d'études. Donc, il y a un continuum qui date maintenant de beaucoup d'années, mais qui a permis quand même de faire des avancées. Et on aura tout à l'heure, avec les autres intervenants de cette table ronde, une compréhension des projets français. Mais je voudrais quand même dire qu'à côté des projets français, il y a un certain nombre de projets, aussi bien au niveau européen qu'au niveau américain. Alors évidemment, on parle beaucoup plus des Américains parce que d'abord, ils savent se vendre extrêmement bien sur le marché international et que leur système de financement de la recherche qui fait intervenir beaucoup le venture capital les oblige évidemment à communiquer énormément dessus, ne serait-ce que pour trouver les fonds nécessaires. Que dans le domaine de l'éthanol, on voit apparaître maintenant de véritables projets pré-industriels ou en tout cas de prototypes d'usines industrielles qui ont commencé à fonctionner. Je pense au projet Firebright qui a commencé l'année dernière. Je pense au projet d'Abengoa qui va démarrer cette fin d'année, sur des installations qui quand même commencent à être importantes puisqu'ils vont fabriquer 40 000 tonnes d'éthanol. Donc ça commence à être vraiment des choses importantes. On a enregistré quelques échecs sur la filière thermochimique, mais on sait que c'est extrêmement difficile avec la sortie de Koren, une société allemande qui avait des actionnaires prestigieux comme Volkswagen, comme la Shell, et qui, pour des raisons techniques, a jeté l'éponge il y a 18 mois. Mais dans l'ensemble, les choses progressent de façon tout à fait intéressante. Pardonnez-moi de réagir dès ce stade, mais ce type d'événement est pour vous un indicateur qui peut être révélateur de quelque chose, que de voir de tels projets qui ont subi des investissements, qui ont connu des investissements importants de la part d'acteurs important, tout aussi important. Est-ce que pour vous, c'est un indicateur, un signe de quelque chose ? C'est un signe que c'est difficile. Oui. C'est évident que si c'était facile, tout le monde l'aurait déjà fait. D'accord. Il n'empêche qu'il y a évidemment dans les détails de chacun de ces projets des subtilités qui sont différentes d'un projet à l'autre. Mm-hmm. Et on peut espérer qu'in fine, un tel arrivera à ce qu'un autre n'aura pas réussi à faire. Mm-hmm. Et on apprend également des échecs. Je veux dire, surtout quand il s'agit de problèmes de technologie. Il y a des voies qui se trouvent bouchées pour une raison technologique bien précise et qui, en utilisant un autre procédé, va se trouver libérée. Donc je ne crois pas qu'il faille en tirer sur ces questions qui, encore une fois, se traitent sur des 30-40 ans. C'est ça, oui, sur du très très long terme. De pas de règles définitives. Oui. Et on sait bien que dans le domaine de la technologie, surtout des technologies lourdes, puisqu'il s'agit quand même là d'industrie lourde, il ne s'agit pas de petites choses. On n'est pas dans l'informatique qui développe un nouveau produit tous les 6 mois. La mise au point est laborieuse, coûteuse et très chronophage. Alors je dirais également un mot sur la 3e génération, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure avec les algues. C'est un sujet un petit peu controversé. Là aussi, les leaders en termes de communication sont certainement les Américains, pour les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure. On constate quand même depuis 18 mois, 2 ans, que la mode des algues pour les biocarburants a tendance un petit peu à décroître sur le plan véritablement des projets, parce que c'est pas que les algues ne soient pas capables de produire de l'huile, ça serait... On sait que c'est le cas, mais on sait également qu'il y a, en termes de production de cette huile par les algues, des questions de coût de production, des questions de technologie de récupération de cette huile et de séparation de l'huile et des microalgues qui rendent ce procédé
ce principe de procédé a priori très cher. Alors Marc Gilman a signalé tout à l'heure que pour d'autres technologies qui sont la fermentation à partir du glucose, qu'ils viennent de l'amidon, qu'ils viennent de la cellulose, on a des coûts qui, sur le papier, sont de l'ordre de 4 fois supérieurs à ceux de la première génération. Il y a un certain nombre de projets en France sur ce thème. Je pense à Probio 3, par exemple, qui propose de faire de l'huile à partir du sucre, ce qui est intéressant comme principe. Mais là aussi, on sait que ça va prendre un peu de temps avant de mettre au point les technologies et qu'ensuite, la question du coût de ces procédés sera essentielle, soit que la matière première soit de la matière première sucrée, et à ce moment-là, la question du rendement deviendra importante par rapport à la production d'éthanol, par exemple, soit qu'on utilise d'autres matières premières et que c'est bien l'ensemble de tous ces processus qui doivent permettre de produire à des coûts qui soient compatibles avec ceux de la filière. Voilà en 2 mots ce que je pouvais dire. Merci Monsieur Jarry pour cette photographie de 2013, voilà, qu'effectivement il nous faut garder en tête, puisque beaucoup de choses ont déjà eu lieu, des investigations ont été menées, les choses continuent et les projets continuent de se développer. Alors justement, c'est ce que nous allons vous proposer de découvrir à travers les témoignages, les retours d'expérience à date de nos différents intervenants. Notamment, si vous le voulez bien, je commencerai par 2 projets, ceux qui ont été sélectionnés par l'ADEME dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, à savoir les projets Gaïa et Biotifuel. Donc je vais demander aux 2 principaux représentants de ces projets de bien vouloir nous en faire la description, peut-être en commençant par M. Florette, si vous le voulez bien, pour qui je crois savoir qu'une ou 2 diapos a été prévue pour votre présentation. Donc n'hésitez pas à les solliciter quand vous en aurez besoin, M. Florette. Voilà, merci beaucoup. Alors moi, je vais vous parler de Gaïa, en tout cas de l'engagement du groupe GDF Suez dans la gazification, en tout cas de la biomasse de 2e génération qui a été beaucoup commentée jusqu'à présent. J'ai voulu faire figurer sur cette slide finalement les différents types d'intrants, alors sans être forcément exhaustif, et en sortie ceux qui intéressent le groupe GDF Suez. Donc là aussi, on n'a pas mis tout ce qui peut sortir des procédés de transformation de biomasse qui sont nombreux, et en particulier ne figure pas tout ce qui est liquide. On s'intéresse beaucoup, effectivement, nous, et c'est un peu normal, à tout ce qui est gazeux. Alors, si on prend, si vous voyez donc dans le schéma les rectangles bleus, en fait, la gazification, transformation donc thermochimique de la biomasse de type résidu, hein, en fait, on a 2 réactions qui se succèdent. Une première réaction donc, qui est une réaction de gazification, de conversion finalement thermochimique à 850 degrés environ, qui permet de produire du syngaz, donc c'est-à-dire un mélange de CO2, de CO, d'hydrogène et de méthane, suivi d'une deuxième transformation chimique, en fait, méthanation, donc qui permet de transformer essentiellement l'hydrogène et le CO en méthane de synthèse. Donc c'est de ça dont on parle, c'est arriver finalement à du méthane de synthèse. Alors les avantages, et je rebondis finalement sur une discussion qui a fait l'objet de pas mal de commentaires, c'est un avantage, ou plutôt pas inconvénient, c'est l'efficacité énergétique, puisque dans ce procédé, je dirais l'efficacité énergétique est meilleure sans doute que d'autres procédés de G, donc je n'insisterai pas sur les comparaisons, mais en tout cas en chiffres, on est sur un chiffre qui est de l'ordre de 56%, avec des possibilités évidemment d'amélioration, notamment si on récupère la chaleur de la réaction de méthanation qui est exothermique, et puis sans doute un rendement maximum, une efficacité maximum de l'ordre d'un peu plus de 70%. Donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, il est environnemental. Ça aussi, ça a été beaucoup commenté. Là aussi, bon, si on prend la directive donc ENR 2009, on est dans cette filière
avec une fourchette qui comprise entre 10 et 20 grammes par mégajoule, y compris évidemment, c'est toute la chaîne, y compris le transport, y compris les processus eux-mêmes et la partie collecte. Alors si je peux passer au deuxième slide, j'ai 3 slides, donc ça va pas être... là, ce que j'ai voulu un petit peu montrer, c'est l'idée qu'on se fait de cette production qui est décentralisée. Alors décentralisée parce que les unités sont d'une taille, alors elles sont pas petites, mais c'est pas les grandes unités très 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 importantes en taille. Donc vous voyez de 20 à 60 mégawatts en gaz, pas d'électricité. L'idée, c'est que la collecte se fait dans un rayon. Alors ici, on a marqué 50 km, c'est sans doute un peu plus que ces 50 km. L'intérêt, c'est qu'on peut injecter assez facilement parce que la France a un réseau maillé important de gaz, alors de distribution, c'est vrai, mais aussi de transport, ce qui permet de couvrir assez bien le territoire français. Et puis, un potentiel important. Alors un potentiel technique maximum de 100 TWh, ça ne veut pas dire qu'on pourra tout récupérer, mais ça veut dire, alors là, si on se réfère aux études, aux contributions de l'ADEME à la vision transition énergétique France, donc une fraction de ces 100 TWh, donc de l'ordre de 30, me semble-t-il. Ce que je rajouterai alors sur le dernier slide, c'est donc le projet Gaïa que nous avons entrepris, donc qui effectivement fait suite à l'appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME, donc qui nous a permis d'engager ce programme qui est complexe. Et c'est vrai que je reviendrai là aussi sur les propos de conclusion de Monsieur le Sénateur. C'est effectivement des projets assez complexes, assez coûteux. Et donc, qui va s'installer. On a déjà commencé le travail donc dans la vallée de la Chimie, au sud de Lyon, avec un certain nombre de partenaires. Donc, une plateforme de recherche qui permettra d'améliorer un processus existant, un procédé existant. Et on ne part pas de zéro. On a choisi le procédé qui nous semblait actuellement le plus performant au monde, un procédé autrichien. Et à partir de là, avec 11 partenaires du monde académique, vous en voyez un certain nombre qui sont indiqués en haut à droite. On y trouve évidemment le CEA, mais aussi le LGC de Toulouse, le CIRAD de Montpellier, le LRGP à Nancy et puis d'autres, mais aussi la filière amont avec le centre technique du papier, le FCBA, l'Union des forestiers privés, et donc les partenaires industriels, donc l'inventeur du procédé. Ainsi donc, que les coopératives forestières. Oui, tout à fait, oui. Merci de le rappeler. Et donc là, l'idée à travers cette plateforme qui permettra de faire varier un certain nombre de paramètres, c'est vraiment d'améliorer le rendement, d'améliorer les coûts, d'améliorer la maîtrise finalement de ce procédé. Donc voilà, moi ce que je voulais indiquer. Et puis peut-être là aussi pour montrer que le temps industriel est quand même long, une indication donc de l'agenda tel qu'on l'a prévu. Merci Monsieur Florette pour cette description du projet. Donc, vous confirmez évidemment toute la difficulté, la notion du temps nécessaire pour le développement de tout cela. Vous pourrez revenir, si vous le souhaitez, sur des aspects un petit peu plus techniques qui pourraient intéresser certains de nos invités ou participants dans la salle. Donc deuxième projet, comme je le disais, qui fait partie des projets élus par l'ADEME dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, celui du Biotifuel. Biotifuel, projet conduit, en tout cas décrit aujourd'hui par Julien Rousseau, dans le cadre des projets biocarburants et chimie renouvelable de Sophie Protéol. Je vous laisse nous faire également une description synthétique du projet à date, et puis éventuellement nous laisser entrevoir déjà les perspectives sur lesquelles nous pourrions revenir ultérieurement. Merci. Eh bien, le projet Biotifuel s'inscrit dans le développement de la seconde génération biocarburant à destination du gazole, substitution du pool gazole. Donc de seconde génération qui utilise la plante entière et la biomasse lignocellulosique d'une façon plus générale. Cette filière est relativement stratégique en France étant donné nos capacités déficitaires en raffinage gazole. Aujourd'hui, on importe quand même plus de 10 millions de tonnes, enfin même certainement plus, en France de gazole.
Et puis, bien évidemment, s'inscrit dans le développement des énergies, enfin la directive d'énergie renouvelable. Pour compléter la première génération. Alors cette deuxième génération, la voie thermochimique, pour la faire assez simple, c'est de la même façon la gazification de la biomasse lignocellulosique, mais dans le projet Biotifuel réalisé à très haute température pour complètement convertir la biomasse en CO et H2 et éviter toute formation de méthane ou de goudron. Le CO2 est inévitable. Et ensuite, donc, de purifier ce syngas obtenu, de le conditionner pour obtenir un ratio H2 sur CO de 2, qui est nécessaire ensuite pour la synthèse Fischer-Tropsch, qui, elle, va recombiner ces deux molécules en des monomères de CH2, les polymériser et faire des alcanes. Donc des alcanes de différentes chaînes. On peut viser aussi bien le kérosène que le gazole de synthèse, avec bien évidemment des caractéristiques à froid que l'on peut dessiner à loisir en fonction des conditions opératoires du procédé. Donc on s'adresse également au marché du biokérosène avec des rendements un peu moins élevés puisqu'il faudra subséquemment un peu plus craquer la molécule obtenue qu'avec du diesel. Donc l'objectif du projet Biotifuel, il est d'ailleurs à l'image du projet Futurol que Frédéric va vous décrire ensuite. Il présentera tout de suite après M. Martel. Voilà, c'est de développer cette chaîne de procédés, qui est une association de procédés différemment matures à ce jour, pas tous démontrés industriellement, donc au même niveau de maturité, de les intégrer entre eux et de valider au travers de deux pilotes. Un pilote qui va s'appuyer sur un site de Sophie Protéol dans l'Oise, à Venette, pour démontrer la torréfaction, le pré-traitement de la biomasse qui permet son injection dans le gazéifieur. C'est là d'ailleurs le verrou principal pour gazéifier la biomasse dans ce type de gazéifieur. Elle permet d'autres avantages sur lesquels on pourra revenir par la suite, notamment en termes logistiques. Et un autre pilote qui se trouvera dans l'établissement des Flandres de Total à Dunkerque, qui va démontrer donc la gazéification et le conditionnement du syngas. La synthèse Fischer-Tropsch est-elle commercialement disponible et est apportée dans le projet par le partenaire Axens, bailleur de licence de l'Institut, enfin l'IFP Énergie Nouvelle. Et donc, au terme du projet, suite à la validation de cette chaîne de procédés, la validation va principalement s'appuyer sur la torréfaction et ensuite sur la bonne purification des gaz pour montrer qu'on n'aura pas de problématique pour gérer cette diversité de la biomasse qui là est une biomasse disponible mondialement mais très diverse en termes de caractéristiques et notamment d'inorganiques qui pourraient représenter autant de polluants pour les catalyseurs Fischer-Tropsch. Et au terme de ce projet, de commercialiser la chaîne de procédés avec des garanties dans le monde entier. Et donc c'est pour ça qu'on doit valider la biomasse, sur tout type de biomasse. Alors plutôt des biomasses de type sèche, puisqu'on parle de la voie thermochimique, mais aussi de la voie sèche, voilà, en opposition avec la voie humide. Mais c'est plutôt une distinction de procédé que de type de biomasse. Donc c'est un projet qui a une originalité par rapport aux autres projets BTL qu'on a pu voir au travers le monde, notamment Coren qui malheureusement n'a pas abouti, puisqu'on va développer un procédé dit BXTL, c'est-à-dire que le procédé pourra aussi bien traiter des charges fossiles que des charges biomasse. Donc en co-combustion, comme on ferait une co-combustion dans les centrales thermiques charbon-biomasse, de sorte à pouvoir pallier la saisonnalité de l'approvisionnement de la biomasse en quantité, en qualité et pourquoi pas même en prix. Pour éviter surtout donc des ruptures de charge saisonnières. Voilà, des ruptures de charge, exactement. Mmh. Et puis également de pouvoir atteindre des tailles critiques beaucoup plus importantes et de diminuer le coût unitaire de production. C'est un projet qui également a bénéficié de l'appui de l'ADEME dans le cadre des fonds démonstrateurs Nouvelles Technologies de l'Énergie. Un projet de 112 millions d'euros. Le budget aujourd'hui est en révision puisque le contexte a évolué entre-temps. Et l'installation des pilotes sur les sites rencontre un certain nombre aussi de verrous qui n'étaient pas nécessairement abordés au départ.
Et nous avons reçu 33 millions d'euros de l'État, donc 30 millions de l'ADEME et 3 millions et demi, 3 millions de la région Picardie pour le pilote de pré-traitement. Donc concrètement et en termes de calendrier, où en êtes-vous avec ce projet? Comment ça va se passer dans les mois et les années à venir? Alors aujourd'hui, on a réalisé les études dites de FEED, donc première phase d'études basiques, où on a défini l'ensemble des procédés. Ensuite, une étude plus avancée qui nous permet aujourd'hui de passer contrat. Donc on va simplement boucler le tour de table de financement supplémentaire pour ces pilotes. Et ensuite, sur le plan technique, on a tout qui est prêt pour pouvoir engager les investissements dans les différents sites. Merci Monsieur Rousseau pour cette description par le menu, bien que peut-être certains techniciens dans la salle souhaiteront en savoir plus, c'est ce que nous pourrons vérifier tout à l'heure, et c'est ce qui leur sera proposé au moment des échanges avec la salle. Alors Monsieur Martel, je vous ai déjà cité, mais si vous le permettez, je vais donner priorité à Madame Imbach, qui représente le CEA aujourd'hui, qui a été cité tout à l'heure comme un des partenaires du projet présenté par Monsieur Florette. Madame Imbach, je vous laisse nous présenter le projet qui porte un nom lui aussi, le projet Saint-Dièse. Je vous remercie beaucoup. Peut-être en introduction, si vous le permettez, je souhaiterais revenir sur l'intérêt du BTL, parce qu'il a été finalement pas mal cité et pas forcément toujours de façon très positive. Et notamment sur la façon de le positionner. On parle beaucoup d'efficacité énergétique et ça fait partie des points bien évidemment qui sont aujourd'hui cruciaux concernant le développement de cette technologie. C'est un point, mais c'est bien évidemment pas le seul, parce qu'on voit, Julien vient de le citer, moi je vais le citer là par la suite, le développement de la voie thermochimique n'est pas du tout une longue vie tranquille, donc on rencontre quand même quelques aléas. Néanmoins, je pense que c'est quand même une solution, c'est un procédé qui conduit à une solution, à un produit in fine qui peut avoir des usages divers, et le considérer uniquement comme un usage de la biomasse en tant que tel, en comparaison avec les autres usages de la biomasse, est peut-être un petit peu réducteur. Et j'entends par exemple, on parle beaucoup du secteur automobile, qui a été un secteur qui a, je dirais, participé au lancement pour ce qui est du CEA de ce projet, qui était vraiment au-delà des aspects propres au CEA, dont je ne vais pas forcément revenir, que sont les questions d'accompagnement économique dans lesquelles s'inscrit le projet. Mais je dirais que le développement d'un carburant liquide de substitution au carburant d'origine fossile faisait partie vraiment de la genèse du projet, tout en s'inscrivant dans un contexte d'indépendance énergétique. Mais je dirais, au fil du temps, au fil des années, a aussi émergé le besoin de l'industrie aéronautique, et ça on en a peu entendu parler, je dirais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même un secteur qui est très demandeur, qui sur du court terme n'a pas forcément de solution significative, sans avoir à changer toute leur flotte d'avions, ce qui prend 30 ans, je dirais. Donc aujourd'hui, ça représente aussi un vrai levier pour le développement de cette voie-là. Et pour ce qui est des carburants liquides, je pense qu'un des enjeux aujourd'hui, un des enjeux de la directive énergie renouvelable, c'est bien sûr de permettre le développement d'un panel de technologies. Parce que quand on parle de diesel, il y a le diesel qui est utilisé dans les camions. Après, il y a le diesel qui est utilisé pour tout ce qui est véhicules qui font des courtes distances. Après, les usages ne sont peut-être pas forcément les mêmes quand on a des véhicules longue distance. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ça me semble peut-être délicat d'exclure plus ou moins, ou en tous les cas de connoter certaines solutions. Je pense qu'il est important de se donner les moyens d'avoir un panel de technologies et de les adapter en fonction des différents usages qui ont des caractéristiques différentes, tout comme, je dirais, le contexte national dans lequel s'inscrivent les projets. L'usage de la chaleur, l'usage de l'électricité en France n'est pas considéré de la même façon que l'usage de la chaleur de l'électricité en Allemagne. Voilà. Je me permettais juste de... Oui, tout à fait. Mais sans vouloir compliquer le tableau, en quelque sorte, vous nous laissez quand même entrevoir des problèmes connexes, en quelque sorte, qui restent encore à solutionner, à étudier. Notamment, vous laissez entrevoir les aspects de distribution de ces carburants, etc. Et c'est encore beaucoup de choses à prendre en compte dans l'ensemble du projet, j'imagine.
Tout à fait. Monsieur Jarry citait précédemment le nombre de démonstrateurs ou de projets qui étaient en bonne voie dans le domaine, je dirais, plus de l'éthanol lignocellulosique. C'est vrai que dans le domaine de la voie thermochimique, je dirais qu'il y a à la fois des difficultés, je vais venir plus précisément sur notre projet, des enjeux forts que sont les enjeux économiques, ça a été mentionné longuement précédemment, ça fait partie effectivement des enjeux, mais je dirais aujourd'hui, il y a aussi un réel déficit de démonstrateurs d'installations de taille importante. Et on voit que ça n'est pas simple. En France, c'est assez criant, mais je dirais globalement en Europe, c'est assez fort. Et aux États-Unis, comme ils sont quand même plus portés sur la voie éthanol, les développements sont peut-être moins orientés précisément sur le BTL. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, c'est une solution qui est risquée et qui est capitalistique. Voilà. Très bien. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, mais je vais donc vous laisser matérialiser en quelque sorte dans nos esprits le projet Syndièse à travers peut-être la diapo que vous êtes en train de nous présenter notamment. Tout à fait, donc merci. Nous, le projet, la genèse date des années à peu près 2007-2008. Donc l'idée à l'origine était de construire un démonstrateur de production de biocarburants à partir de ressources lignocellulosiques. Donc je ne vais pas revenir sur la partie schéma de process parce que Julien l'a bien expliqué précédemment, mais l'idée était d'intégrer sur un même site l'ensemble des briques technologiques capable de transformer la biomasse en carburant, donc en passant par une étape de pré-traitement, de gazéification, ensuite de purification, de réaction Fischer-Tropsch et ensuite d'hydrocracking pour arriver à la coupe d'intérêt avec éventuellement une capacité à pouvoir orienter la production de diesel ou la production de kérosène. Pour ce faire, dans l'idée d'origine, donc là, la capacité que vous voyez, c'est 10 tonneurs, ce qui représente 125 000 tonnes de biomasse humide annuelle. L'idée d'origine, c'était d'utiliser des briques technologiques les plus matures qui existaient. Donc effectivement, le Fischer-Tropsch, ça c'est relativement mature, l'hydrocracking aussi, la purification aussi. Et pour la partie gazéification, par l'intermédiaire d'une maître d'œuvre que nous avions à l'époque, parce que nous avons réalisé un avant-projet détaillé, nous avons travaillé avec la société Coren. Et il s'avère qu'en fin d'APD, la société a fait faillite, a été mise en liquidation judiciaire et n'a pas validé la technologie. Donc du coup, on a beaucoup réfléchi en interne, on a beaucoup réfléchi aussi avec nos tutelles pour savoir comment réorienter en fait ce projet-là. Et pour ce faire, on a choisi de développer plus avant des développements qui étaient en cours au niveau du CEA et de se focaliser, bien évidemment, ça c'est essentiel, effectivement, sur la partie amont, parce que c'est là aujourd'hui, sur cette technologie-là, sur cette voie technologique, que résident aujourd'hui les verrous, je dirais, d'un ordre technologique. C'est la transformation de la biomasse en gaz de synthèse. C'est vraiment cette partie-là qui aujourd'hui est clé et qui pose des difficultés. Donc le CEA aujourd'hui travaille sur un procédé qui vise à transformer d'un point de vue mécanique la biomasse en gaz de synthèse. L'idée étant d'essayer de minimiser la consommation énergétique et la consommation par l'intermédiaire du procédé de la biomasse. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans une phase qu'on a appelée Syndièse BTS, donc Biomass to Syngas. Et là, on est dans une phase sur 2013-2014 où l'objectif est de valider les différentes briques technologiques de pré-traitement à une échelle représentative d'une tonneur. Et donc pour ce faire, d'une part, on a un partenariat avec Air Liquide, et d'autre part, on est en train c'est en route de construire un bâtiment de développement donc dans l'est de la France qui vise à intégrer ces différentes briques technologiques de façon à les tester. Et l'objectif, dans un deuxième temps, c'est, si ces briques fonctionnent, de les intégrer pour transformer la biomasse en syngas, pour valider ce concept-là, et ensuite pouvoir récupérer le schéma initial qui était la démonstration totale de la transformation de biomasse en liquide.
Merci Madame Lindbach. J'ai été peut-être aussi un peu pour longue. cette description. Écoutez, c'est d'autant plus précis. Je pense que nous aurons gagné peut-être un petit peu de temps sur d'éventuelles questions. Monsieur Martel, comme promis, je vous laisse fermer le banc, si je puis dire, de ce tour d'horizon pour faire votre propre description de votre propre projet, le projet Futurol. Bien, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler un peu du projet Futurol. Alors c'est un peu plus qu'un projet, et puis comme aujourd'hui on a beaucoup parlé de biocarburant, avec des avantages et des inconvénients, je vais essayer de répondre un peu aux différentes questions que j'ai pu noter. Donc c'est un projet de production d'éthanol à partir de lignocellulose. Alors n'ayant pas de slide, j'ignorais qu'on pouvait en amener, ça aurait peut-être été un petit peu plus simple, mais je vais essayer de faire ça avec les mains, comme on dit par chez moi. Très simplement, on produit de l'éthanol. Donc ça, c'est déjà une force, puisque l'éthanol est un produit de commodité qui existe déjà en carburation automobile. On vous a expliqué tout à l'heure les inconvénients, notamment en carburation, les limites. Aujourd'hui, nous, on est en simple substitution, donc c'est relativement simple. Pour la petite histoire, notre pilote à Reims a déjà produit plusieurs tonnes de bioéthanol qui ont été incorporées, sans que les gens le sachent, en carburant. Donc il y a déjà des gens qui roulent à l'éthanol cellulosique en France, enfin tout du moins dans la Marne ou dans l'Aube. Alors, quelques tonnes seulement. Et ces quelques tonnes, c'est un peu l'image des biocarburants de seconde génération dans le monde. On parlait tout à l'heure à peu près de 70 millions de tonnes de bioéthanol carburant dans le monde de première génération, en 2012 à peu près. Dans l'horizon 2013-2014, on arrivera dans le monde à produire 1 million de tonnes de bioéthanol cellulosique. Et ça, c'est espéré, c'est pas encore avéré. Quelqu'un a dit tout à l'heure aussi que les biocarburants, notamment le bioéthanol, ça représente 2,5% du carburant total. Donc c'est très très peu. Donc nous, avec 1 million de tonnes sur 70 millions de tonnes, qui représentent tout de même que 2,5%, je vous laisse faire le calcul, on n'est pas encore en train de changer beaucoup de choses immédiatement. Donc il y a un problème de maturité à horizon 2020, mais en plus, on est peu en concurrence avec l'existant et aussi sur les ressources dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc le bioéthanol carburant a cet avantage, c'est que c'est simplement de la substitution, de la complémentation de l'existant. Ça, c'est un point très très important. Et c'est pour ça qu'un de nos actionnaires s'appelle d'ailleurs Total et qui est déjà utilisateur de ces produits. Alors si on monte un petit peu d'une étape, comment est-ce qu'on le produit ? Je n'ai pas besoin finalement de vous présenter de schéma, puisque les schémas de production sont les mêmes qu'en première génération, que ce soit de maïs ou de céréales ou de canne à sucre ou de betterave à sucre. Peu ou prou. Ce qui change, c'est essentiellement les catalyseurs biologiques qui ont été utilisés dedans, les moyens d'appréhender la matière, de la transporter, de l'imprégner, et puis la ressource en elle-même, cette fameuse ressource lignocellulosique qui est, entre guillemets, la définition même de seconde génération, c'est-à-dire les structures pariétales et non pas les structures de réserve alimentaire, que ce soit de l'huile, du sucre ou de l'amidon, par exemple, en première génération. Et donc ces moyens existants signifient bien une chance en fait de ce projet, c'est que aujourd'hui, quand on fait le panorama du monde, les grands projets de seconde génération, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une vingtaine à peu près. Il y en avait 120 en 2006 quand on commençait cette folie autour de la seconde génération auquel j'ai participé. Plus sérieusement, aujourd'hui, il n'y a qu'une vingtaine de projets dans le monde qui sont vraiment intéressants. Alors, vingtaine de projets, c'est plutôt une vingtaine d'acteurs qui se proposent de faire plusieurs projets. En tout cas, ils commencent pour l'instant que par un, puisque c'est capitalistiquement risqué. Et pourquoi c'est risqué ? Parce qu'en effet, il y a des investissements supérieurs à mettre au début. Et vous savez qu'en ce moment, trouver des financements, c'est un peu plus compliqué. Donc, les unités seront de petite taille. Et les unités de petite taille, on parle de le quart, ou au pire la moitié de ce qui existe déjà en première génération. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop, la première génération, c'est autour de 150 000 à 200 000 tonnes d'éthanol par an. Donc là, on parle d'unités de 40 000, 60 000, au bout du monde, 80 000 tonnes d'éthanol par an. Donc c'est relativement petit. Ce qui est une chance aussi, puisqu'on comprend bien là, l'intérêt de se rapprocher des unités existantes de première génération. Et donc, ils sont en totale synergie avec les outils de la première génération que le bioéthanol de seconde génération va se développer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tous les grands projets ne se font pas, comme disent les Anglais, grassroots, donc c'est un endroit où il n'y a que de l'herbe, mais dans des unités existantes. On est bien sur l'idée de complémentation et de synergie avec l'existant, puisque la distillation, c'est la même, puisque la fermentation, ce sont les mêmes cuves, puisque les cuves de saccharification, notamment dans l'alcool de céréales, ce sont les mêmes. Et ce qui va changer, ce sont les enzymes et les levures qu'on va utiliser. Ce qui va aussi changer, c'est un peu la tête. Ce ne sera pas forcément un moulin ou un diffuseur sur la betterave à sucre, ou un moulin à canne ou un moulin à blé. Ça sera des outils de pré-traitement issus souvent du monde papetier, des grandes technologies, Andritz, Metso pour ceux qui connaissent, qui vont pouvoir transformer cette matière première en produit
apte à recevoir des enzymes et des levures, donc l'imprégné notamment. Voilà. Donc ça, c'est cette synergie. Donc on est remonté d'un cran, on est parti de l'éthanol qui existe déjà, on est monté à l'outil technologique qui existe en partie déjà, qui est du moins synergique. Synergique aussi avec la première génération, puisque dans nos procédés, nous sommes obligés à la fin, pour l'économie énergétique du procédé, de brûler nos lignines, ce qui est le produit solide résiduel, ce qui fait le pouvoir calorifique du bois, mais aussi, si possible, de méthaniser les effluents pour dégager un maximum d'énergie, pour assurer l'autonomie énergétique, électricité et vapeur du procédé. Et là, on voit bien dans certaines usines, notamment dans celle de canne à sucre, où là, on brûle déjà la bagasse, il y a une totale synergie avec les équipements existants. Donc c'est déjà fait, et ça permet de diminuer l'impact, enfin le coût capitalistique de l'ensemble. Voilà. Donc ça, c'est pour les procédés et les outils existants. Quand on remonte d'un cran, donc les catalyseurs, on remplace les amylases sur le blé par des cellulases. Autant l'outil existant, on peut s'installer chez un de nos actionnaires comme Tereos, autant les catalyseurs, il fallait chercher des nouveaux. Alors, les catalyseurs, les enzymes, on dispose du savoir-faire de l'IFP, encore l'IFP, qui à Souston, à la SCAF, avait développé aussi des enzymes. Donc IFP Énergie Nouvelle, aujourd'hui, dispose plusieurs souches d'enzymes très performantes, de même valeur que ce qu'on trouve sur le marché chez Novozymes et Genencor pour ceux qui sont du domaine. Et ça, c'est le premier catalyseur. Et le second catalyseur, ce sont les levures. Et là, nous avons la chance aussi par un de nos autres actionnaires, après l'IFP, Tereos, Total, nous avons aussi le Safre, un premier producteur mondial de levures, qui met à disposition une levure qui est capable de fermenter la majorité des sucres disponibles dans la lignocellulose. Et ce n'est pas que du glucose, c'est aussi d'autres sucres qui sont présents, xylose, araminose, galactose, mannose, toute la lignée de Fischer qui existe. Voilà. Donc les catalyseurs, on les a. Et maintenant, on remonte encore d'un cran et on approche la ressource. Alors c'est ça qui est très intéressant. Pourquoi se lancer dans l'éthanol de seconde génération ? Eh bien, c'est pour diversifier la ressource. Diversifier la ressource, c'est compléter ce qui existe aujourd'hui et aller chercher d'autres sources disponibles. On me parlait beaucoup aujourd'hui, depuis ce matin, j'ai pas pu venir hier, mais on pouvait aussi parler du bois, surtout des rémanents forestiers, des coupes, des plaquettes, des arbustes de l'année, des taillis dans le bois. On peut aussi parler des résidus de l'agro-industrie qui sont peu ou mal utilisés pour ceux qui n'ont pas d'usage. Or, ils ont déjà beaucoup d'usage, que ce soit les sons ou que ce soit les pulpes. Mais il y a aussi d'autres ressources, d'autres résidus. Alors, sans aller chercher des pailles et autres, on a par exemple les bagasses en sucrerie. On a un certain nombre de produits. Alors, j'interviens sur la paille quand même. La paille, on ne peut pas tout prélever, mais on peut quand même prélever un petit peu. Et je reviens, comme je disais tout à l'heure, on est sur des unités de plus petite taille. Voilà. D'une manière générale, cette ressource se caractérise par le fait qu'elle est indépendante des marchés alimentaires. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'elle ne suit pas la tendance haussière qu'on observe sur les marchés alimentaires. Bon, elle suit la tendance du marché de l'énergie, puisque maintenant, toute biomasse, c'est indexé plus ou moins sur le coût de l'énergie. Mais en tout cas, les prélèvements sont faibles. Un autre aspect de cette ressource, c'est que ce sont des non pondéreux, puisque un mètre cube de blé, de grains de blé, ça pèse 800 kg. Un mètre cube de paille, ça pèse 150 kg. Quelque part, les camions de paille, c'est des camions d'air. Vous ne pouvez pas tellement les transporter partout. Donc, c'est des rayons d'approvisionnement très petits. Ce qui justifie d'ailleurs les tailles des unités industrielles de seconde génération qui devront être de fait limitées aussi par les rayons d'approvisionnement, de stockage, etc. et tout ce qui découle de cette matière non pondéreuse. Donc, ce qui justifie aussi un intérêt de cette seconde génération, c'est qu'elle renforce, comme la première génération, l'emploi local. C'est ça qui est important. Voilà. Et l'industrialisation ou la réindustrialisation. Voilà. Donc ça, c'était pour parler plus généralement de la ressource. Et cette ressource n'a d'intérêt, évidemment, on a parlé tout à l'heure d'un certain nombre de choses, ILUC et autres, réduction de gaz à effet de serre. Évidemment, cette ressource, on va chercher les ressources qui ont le moins d'impact sur l'environnement. Alors si on parle de culture dédiée, de miscanthus, de culture dérobée, comme sur le biogaz, l'intérêt, c'est qu'en effet, il y a très peu d'intrants dans ces ressources. Où elles portent une faible dette carbone. C'est ça qui est important. Résultat, le biocarburant produit à la fin a un contenu gaz à effet de serre amoindri par le fait que la ressource est certainement plus pauvre en contenu gaz à effet de serre, si je peux me permettre de parler ainsi, mais aussi parce que le procédé que je vous ai décrit précédemment est quasiment autonome en énergie. Donc il n'y a pas d'importation d'énergie, qu'elle soit électrique ou fossile, pour faire tourner le procédé. Tout ça nous amène des biocarburants qui sont en effet à produire plus complexes. Alors, on parlait d'efficacité énergétique tout à l'heure.
avec 1 tonne matière sèche de betterave, on fait 400 litres d'éthanol, grosso modo, je fais un grand chiffre. Avec 1 tonne de grains de blé, on fait 350 litres d'éthanol, matière sèche toujours. Et avec 1 tonne de biomasse, moyenne de toutes les biomasses, vous allez faire 300 litres. Donc évidemment, c'est moins efficace. Mais vous avez beaucoup moins de carbohydrates présents dans la biomasse que vous en avez dans la betterave, qui est une plante magnifique, ou dans le blé. Donc oui, c'est proportionnel en fait à ce qui est présent. Les procédés mis en œuvre sont très drastiques, c'est clair. Il faut un peu plus d'énergie parce que pour transformer ce parquet en éthanol, vous comprenez que c'est un peu plus difficile que de tremper une betterave dans de l'eau chaude où le sucre diffuse, même si c'est plus complexe que ça, la diffusion, bien sûr. Et donc, il va falloir amener plus d'énergie, plus de machinerie, plus d'investissement, donc des coûts opératoires et des coûts capitalistiques un peu plus élevés, même si on peut trouver des synergies. Et à l'inverse, on a peut-être une ressource qui, de fait, et ça vous pouvez suivre les cours, même si aujourd'hui les tendances sont haussières, est quand même un peu moins cher que les ressources de première génération. Donc en fait, les avantages et les inconvénients des deux générations, on va dire, se complètent et on espère arriver, voilà, après vers 2007 à peu près un niveau de prix identique. Voilà. Peut-être pas encore tout à fait identique, hein, il faut une courbe d'apprentissage, mais c'est surtout qu'on va avoir de l'éthanol avec un contenu, enfin un pouvoir de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui sera plus faible qu'en première génération, et pas toutes les premières générations ne sont égales, notamment les céréales sont fortement impactées par l'apport d'azote qui est nécessaire pour faire la protéine des céréales. J'ai essayé de faire rapide. Oui. Et juste une dernière chose, donc nous, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc on a commencé en 2008. Alors résumer 5 ans de recherche en quelques minutes, c'est difficile pour moi. Et par respect pour les 105 chercheurs qui travaillent d'arrache-pied depuis 2008, je vais essayer de faire très très vite, mais d'être complet. Aujourd'hui, donc depuis 5 ans, on travaille. Depuis 2 ans, notre pilote est fonctionnel. Donc depuis 2 ans, on produit de l'éthanol, comme je disais, et nous sommes dans cette année dans la phase préparatoire pour aller vers un investissement dans un prototype, une unité plus grosse, dans une unité de Tereos, donc un de nos actionnaires. Voilà. J'ai pas oublié la filière qui nous accompagne, Vivesia, l'ONF, le Crédit Agricole du Nord-Est, la CGB, Unigrain. Je suis sûr que j'en ai oublié un, qui sont aussi actionnaires du projet. Donc 11 grands actionnaires, leaders dans leur domaine, qui nous accompagnent. Les résultats aujourd'hui, on pense qu'on a de fortes chances de pouvoir mettre à marché, comme il était prévu en 2016, nos premières licences de procédés, d'enzymes et de levures. On voit que le contexte international, même s'il est moins favorable en termes de volume, il est quand même moins concurrentiel puisqu'il y a beaucoup moins de concurrents qu'en 2006. Ça, c'est quand même un point très important pour nous. Et ce que je veux dire aussi, c'est en termes de résultats, on est quand même plus de 20 demandes de brevets qui ont été déposées aujourd'hui. Donc on est très confiant dans l'avenir, on est en ligne avec notre timing, et je remercie aussi en plus des actionnaires évidemment Oseo qui finance en avance remboursable mais aussi en subvention 29,9 millions d'euros dans un projet qui fait 76 millions d'euros sur 8 ans. Merci. Merci Monsieur Martel pour cet exercice de concision qui est un quasi-marathon, mais effectivement qui nous a permis de synthétiser tout ce qui se passe chez vous dans ce projet depuis de nombreuses années maintenant. Et merci d'avoir signalé au passage qu'effectivement, il y a des hommes derrière, il y a beaucoup de monde, et c'était une occasion aussi de les saluer au passage. Si vous permettez, à ce stade du colloque qui touche à sa fin prochainement, il y a quelque chose d'assez frappant depuis hier, qui était journée consacrée au bois énergie en particulier. Quelqu'un citait à plusieurs reprises, ça a été repris d'ailleurs cette expression, combien la biomasse était précieuse et combien elle pouvait le devenir encore demain. Effectivement, ce qui est frappant dans toute votre description, c'est de constater le nombre d'acteurs potentiels, de nouveaux acteurs qui vont s'intéresser à cette matière première, à la biomasse dans son ensemble. Mais je ne peux pas m'empêcher de revenir, y compris pour vos projets, même si nous avons noté que les échelles n'ont rien à voir pour l'instant avec certaines technologies déjà efficaces et effectives, mais on ne peut pas s'empêcher de poser la question de savoir si vous avez investigué justement sur la ressource, sur l'accès à cette ressource, qui peut apparaître déjà assez compliqué dans certaines filières. Comment appréhendez-vous les choses? Ou quelqu'un parmi vous se sent-il un peu plus concerné que d'autres? Je vous vois opiner du chef, Monsieur Rousseau par exemple. Oui, tout à fait, parce que la voie thermochimique, de par justement l'intensité capitalistique du process, due à la taille, requiert des capacités de biomasse énormes. Alors bon, c'est vrai que ça pourrait être un frein compte tenu de ce qu'on a pu voir sur des projets creux par exemple, où à 150-200 000 tonnes, finalement, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas vu le jour parce qu'on n'arrivait pas à mobiliser cette biomasse. Sur le projet Beauty-Fuel, en tout cas, mais je pense que c'est vrai pour n'importe quel projet biocarburant, bioénergie,
il faut raisonner local et à la plus petite échelle disponible, puisque en réalité, c'est quand il y a un projet industriel qui est palpable par les acteurs de l'amont qu'on arrive à monter ce projet industriel et à mobiliser cette biomasse. Parce que le projet se fait que si on arrive à mobiliser la biomasse avec un contrat de confiance entre les approvisionneurs et les transformateurs sur 15 ans, qui est la condition sine qua non pour que l'industriel prenne le risque de s'engager. Merci M. Rousseau. Même question effectivement pour M. Florette, parce que vous avez évoqué tout à l'heure des rayons d'action, par exemple, qui méritaient parfois d'être un petit peu comme étendus. Vous l'avez souligné aussi, les partenaires amont avec lesquels on est, donc ça fait partie de la réponse. Je crois qu'une autre partie de la réponse, à travers notre plateforme de recherche et d'essai, c'est aussi de diversifier le type de biomasse. Autrement dit, de vraiment pouvoir diversifier et de pouvoir accepter une biomasse très diverse. Certaines ont été décrites, donc je ne vais pas revenir dessus. Je crois que ça, c'est aussi une façon de répondre. De donner de la souplesse à l'ensemble. Voilà, de la souplesse, de la flexibilité. La flexibilité. Merci pour votre réponse. Monsieur Jarry, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus concernant la ressource? Avez-vous des données ou des indicateurs qui nous permettent d'y voir plus clair? Parce que c'est vrai qu'on avance un petit peu au cas par cas. Et le colloque d'aujourd'hui et cette édition 2013 montre le nombre de projets qui sont en gestation et qui pourraient demain devenir de nouveaux acteurs, comme je le disais. Non, je ne dis pas dans la boule de cristal. On a dit déjà hier, et je crois qu'on l'a redit tout à l'heure, que la question de l'utilisation d'une biomasse finie en taille, en volume et en coût nécessiterait probablement un jour de voir quels sont les procédés qui sont les plus efficaces pour utiliser cette biomasse. Je crois que fondamentalement ça reste vrai et que quand les choses seront fixées, il s'agira de faire probablement des choix. Alors, ceci dit, je crois que l'intérêt de ces procédés, de façon générale, c'est en effet que ce sont des procédés qui doivent trouver leur source de matières premières localement, et c'est tout l'intérêt de ce genre de procédé. C'est ce qui se passe également aux États-Unis, c'est ce qu'on voit au Brésil, etc. Donc il y a la volonté d'utiliser les matières premières locales et cohérence, absolument. Et que après que le meilleur gagne, je dirais, dans un contexte politique défini et qu'on peut espérer suffisamment stable sur la durée, parce que ce sont encore une fois des technologies lourdes avec des investissements capitalistiques considérables et qui donc par conséquent nécessitent une certaine longueur de vision qui permettent de les mettre en place. Merci Monsieur Jarry. Alors comme vous le savez, nous attendons pour la clôture de ce colloque dans quelques minutes, en fin d'après-midi comme convenu. Nous aurons bientôt la visite de Madame la Ministre Delphine Batho. Entre-temps, il nous reste le temps prévu pour procéder aux échanges et à vos questions à l'attention de nos intervenants. Donc n'hésitez pas à profiter de ce créneau pour revenir sur tel ou tel point qui vient d'être évoqué concernant ces défis technologiques et les perspectives industrielles dont nous parlons dans cette dernière partie du colloque Biomasse 2013. Donc Madame Guizouarne me fait signe, ici au premier rang, Monsieur là-bas également. Alors Madame Guizouarne, pour commencer, je vais vous proposer un micro et Monsieur tout de suite après, à qui je proposerai de bien vouloir se présenter ou se représenter s'il n'était déjà intervenu. Rebonjour, merci pour vos présentations. Alors moi j'aurais une question et un conseil au final, parce que évidemment on est fortement impliqué dans la première génération comme vous le savez, mais on a développé la première génération dans un contexte favorable, dans la mesure où on avait un soutien, je dirais, public, politique, global, et pas d'attaque à ce moment-là. Aujourd'hui, on voit que sur la seconde génération qui est en phase de gestation, il y a un certain nombre d'interrogations, un certain nombre d'attaques de certaines ONG qui commencent, que nous avons vécu plus tard. Et je voudrais savoir, dans le cadre des débats au Parlement européen à l'heure actuelle, comment ces débats peuvent impacter finalement vos projets dans les prochaines années. Parce que, par exemple, Madame Lepage n'est plus là, mais dans son rapport, il y a une proposition de moratoire sur les biocarburants issus de l'ignocellulose. Donc, potentiellement, les débats qui concernent directement la première génération aujourd'hui peuvent vous impacter très rapidement dans le cadre de vos projets. Donc, je voulais savoir un petit peu comment vous vous positionniez. Alors, je ne sais pas, tout le monde est concerné par la question.
Donc, Je merci. comprends mieux pourquoi vous parliez de conseil. En gros, c'est une sorte d'avertissement ou un partage d'expérience. Voilà. Vous qui avez vécu et qui êtes passé par ces stades. Qui veut répondre sur cette approche que vous avez les uns et les autres? Non, mais c'est vrai que si on écoute Corinne Lepage, on peut arrêter là en fait, parce que globalement, on va quand même accéder. Il y a une étude récente qui dit que ça n'a aucun sens d'utiliser les rémanents forestiers. Les cultures énergétiques sont bien souvent quand même cultivées sur des terres destinées à l'alimentaire. On peut aller chercher effectivement sur des terres marginales et puis évidemment profiter ou en tout cas réintégrer les zones comment on appelle ça, les zones de déprise agricole. Néanmoins, s'il y a déprise, c'est qu'il y avait bien une raison. Oui, donc ils ne sont pas en général les plus faciles d'accès, voilà. par exemple. Puis c'est parce que les exploitants sont plus à même de le faire pour des raisons de difficulté, pour des raisons également surtout économiques. Donc avec des cultures énergétiques, ça va être difficile d'y accéder. Cependant, moi je crois sincèrement, c'est un peu parce que je suis fils d'agriculteur, mais au potentiel agricole qu'il existe et qui est à développer encore énormément, et notamment grâce à la vocation énergétique aussi de l'utilisation d'une partie de la ressource. Donc on parlait des pailles tout à l'heure. Moi, au contraire, je crois que les pailles, on peut les utiliser beaucoup plus que ce qu'on présage aujourd'hui, de ce qu'on prévoit. Notamment avec le développement de l'agriculture de conservation, ou en tout cas des pratiques plus durables d'agriculture, où on va prôner une couverture permanente du sol, ce qui va produire de la biomasse de façon significative complémentaire, qui elle-même peut être exploitée, ou bien elle apporte la matière organique et on exploite la paille, puisque la paille elle est quand même très simple à exploiter, hein. Elle sort de la machine, on peut la mettre en ballot et on sait le faire, ce sont des filières qui existent. Pour bien comprendre, qui peut représenter une exportation qui vient représenter une production de biomasse à l'hectare et sur l'année beaucoup plus importante que ce que nous avons aujourd'hui. Sans compromettre, par exemple, les besoins la fertilité du sol et en matière organique, voilà, qu'il faut préserver et développer pour développer la fertilité des sols, qui par endroits d'ailleurs est en déplétion, moyennant de mauvaises pratiques, et qui permet de le faire de façon durable. Merci Monsieur Rousseau. Monsieur Martel ? Oui, je vais rajouter quelques points. Dans notre étude, donc nous travaillons avec l'INRA et avec l'ONF quand même, donc nous avons envisagé les scénarios d'approvisionnement, ce qui était possible, réalisable, réaliste, qui avait un sens par rapport à un impact agronomique, un impact environnemental sur l'agronomie, puisqu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur notamment l'intensification de la biomasse et l'émission de gaz à effet de serre, même sur des biomasses qui étaient peu consommatrices d'intrants. Et puis le volet sociétal, devrais-je dire, comme on dit aujourd'hui, l'économie rurale, quelque part, ce qui revenait à l'agriculteur, avec la substitution de certaines surfaces. Nous, ce qu'on remarque, c'est qu'on a quand même des acteurs, des coopératives dans notre pool d'actionnaires, qui Vivesia, qui est Champagne Céréales et Nourricia, qui sont quand même positionnés sur la gestion de la biomasse aussi, en plus de la gestion du grain usuellement. Et ce qu'on remarque, par exemple, en France, il y a quand même 10 000 hectares de miscanthus quasiment qui sont développés. On remarque qu'il y a d'autres utilisations, et là je parle vraiment en totale cohérence à ce que j'ai entendu ce matin. Il faut faire attention donc à la concurrence d'usage, y compris sur la biomasse, qui est non alimentaire, la concurrence des sols. Mais il y a une vraie connivence d'usage, parce que il faut bien comprendre que quelqu'un qui va produire de la biomasse, il est certainement plus satisfait de savoir que son débouché n'est pas uniquement, par exemple, l'éthanol ou le BTL, mais qu'il y a un débouché bioénergie, qu'il y a un débouché paillage horticole, qu'il y a un débouché litière, qu'il y a un débouché biogaz, ce genre de choses. Et donc moi, je pense qu'on va plutôt favoriser certaines filières, synergies, filières aussi. Il y a aussi tout un accompagnement logistique à développer. Et comme on voit qu'aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait mature, il y a différentes stratégies. Dans le cas des projets BTL, c'est plus de la densification dans le territoire, et après, des centrales de densification, et après vous amenez tout à une grosse centrale de production, donc des petites centrales qui mènent tout. Ou sinon, dans notre cas, c'est des unités de taille plus petite. Bon, ensuite, dans le cas du projet Futurol, je sais pas si vous avez entendu, c'est que notre déploiement industriel, c'est entre 2016 et 2020. C'est pas nous qui construisons, on va vendre des licences. Et on observe bien qu'aujourd'hui, on ne sait pas si ces licences, on va les vendre sur la France ou sur le territoire européen, vu
les changements de cap de politique, genre de choses qu'on a entendu tout à l'heure, on se rend bien compte que c'est pas encore tout à fait stabilisé. En tout cas, il y a certains pays du monde où c'est beaucoup plus stabilisé. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Hein. Les Américains, alors c'est un exemple ou pas, mais le RFS2, leur standard, c'est 15 milliards de gallons, hein, qui vont être d'éthanol de maïs, et 16 milliards d'éthanol cellulosique, ou de carburant avancé, dans lequel ils mettent d'éthanol cellulosique et d'autres types d'éthanol. Voilà. Donc ils ont des objectifs ambitieux. Est-ce qu'ils arriveront les atteindre ou pas? En tout cas, il y a des gens qui font ça. Et on voit bien en Europe que des gens Madame la députée disait en Angleterre, ils se sont déjà lancés dessus. En fait, ces gens-là, ils ont fait le même modèle que nous. Ils ont développé une innovation technologique, mais ils font un petit essai en Angleterre et ils vendent ça. Par exemple, c'était Thermo Renewables. Ils vendent ça en Chine et au Brésil. Chemtex en Italie, ils font un Crescentino, ils font une petite unité de démonstration, un showroom, et ils vont vendre au Brésil, en Amérique du Nord, enfin aux USA, exactement, leur licence. Donc aujourd'hui, on est sur un marché un peu particulier où on a l'impression que c'est l'Europe et nos technologies qui sont en train de se développer, nos enzymes, nos levures, par exemple, dans le cas, et que, je ne sais pas si elles seront utilisées tout de suite en Europe, mais en tout cas, il y a un marché international. Donc l'Europe vend de l'innovation aujourd'hui à travers ce genre de choses. Donc c'est un modèle comme un autre, mais il pourrait être intéressant de le voir se développer. Merci Monsieur Martel. Juste une petite remarque dans la première partie de votre réponse. Vous évoquez l'intérêt pour les producteurs de la diversité de destination de leurs différents produits pour une même culture, par exemple. Hein. Je voudrais vous faire remarquer quand même que tout au long de ce colloque, on a entendu parler aussi de la nécessaire visibilité, de stabilité de destination, de contractualisation. Ça vous paraît pas incompatible? Quand vous parliez de diversité, en tout cas, que vouliez-vous dire? Voilà, je voulais juste vous demander de préciser. Vous dites qu'il y a plusieurs destinations pour un même produit agricole, par exemple, mais vous parliez de pouvoir zapper d'une filière à l'autre, c'est ça? On peut réfléchir plutôt à la diversité des contrats qu'on pourrait faire à long terme. D'accord. Tout à fait. C'est sûr qu'il faut sécuriser l'approvisionnement. C'est ce que nous avons cru comprendre, en tout cas. Quand il s'agit d'implanter justement une culture à long terme comme du miscanthus, et que vous avez un contrat sur 18 ans, si en face c'est une cogénération ou une chaudière ou une unité d'éthanol qui fait faillite, allez, soyons fous, vous êtes bien content de savoir que ce que vous avez planté sert aussi à autre chose. Je pense que ça, c'est un point important. Il est vrai aussi, vous avez raison, que l'un des gros avantages de l'agricole ou de l'agriculture sur la forêt, c'est de pouvoir aussi adapter la production d'une campagne sur l'autre, par exemple. Alors, sauf pour le miscanthus, c'est un mauvais exemple, parce que c'est des implantations à 15 à 18 ans. Mais enfin, il y a bien d'autres produits que vous avez cités, évidemment, et d'autres sources de biomasse qui peuvent être complémentaires. On a bien compris. Mais les agriculteurs savent très bien faire à la fois du marché spot et à la fois du marché contrat à long terme. Merci Monsieur Martel pour ces précisions. Monsieur qui avait le micro tout à l'heure. Oui, Gilles Dacoten, syndicat des céréaliers. J'avais une question sur finalement les potentiels la concurrence relative entre les pays tiers et l'Europe sur le développement des projets de seconde génération ou de chimie végétale. Est-ce que vous avez un certain recul sur dans quelle zone en fait ces projets pourraient se développer? Alors, sans prendre en compte les effets, on va dire, administratifs ou réglementaires, mais sur une base purement économique et de productivité de biomasse, est-ce qu'aujourd'hui on sait dire si les projets européens seront compétitifs en fait par rapport à des projets dans d'autres pays du monde? Qui pourrait se prononcer à ce stade? C'est vrai que la question est précise et technique. Monsieur Rousseau? C'est par rapport à... Attendez 2 secondes. C'est par rapport à la biomasse ou par rapport aux procédés en eux-mêmes? Au global, parce qu'effectivement, par rapport aux procédés, Frédéric a très bien résumé la situation. Et aujourd'hui, si les technologies étaient disponibles, elles se développeraient là où il y a la ressource, et une ressource pas chère et facilement contractualisable. Donc principalement en Amérique du Sud et en Nord-Amérique. Nord-Amérique, au-delà de l'éthanol, par exemple le BTL n'a pas grand devenir à ce jour pour la filière gazole, étant donné le prix du gaz, avec le gaz de schiste. Eux, ce qui intéresse l'Amérique du Nord, c'est l'indépendance énergétique. Ils ne se sont pas posé la question de la durabilité. Enfin, ils se la posent, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est l'indépendance énergétique. C'est notamment le cas de la Navy d'approvisionner à 50% par des carburants alternatifs leur flotte. Donc ça tire d'ailleurs énormément les projets et la compétitivité des projets, les acteurs à développer des projets. Donc nous, on est très bons effectivement à développer des technologies.
Et si on veut être compétitif en termes de réalisation industrielle sur le sol européen, c'est parce qu'on aura réussi à contractualiser cette biomasse. Et on a deux façons de le faire. Soit on importe du bois canadien qui est vraiment très compétitif, parce qu'on a des vrais besoins, notamment en Europe, sur le produit. Le gazole, on est déficitaire, donc on a intérêt à faire du BTL, par exemple. Soit on arrive à monter des filières compétitives par rapport au bois canadien. Et c'est là tout l'enjeu de la décentralisation de l'approvisionnement de la biomasse pour aller la chercher là où elle n'est pas chère, mobiliser les acteurs et pouvoir la faire converger vers les unités finales de gazéification pour ce qui nous concerne, ou en respectant grâce au schéma logistique décentralisé que prône Gaïa et Futurol. Merci Monsieur Rousseau pour cette réponse. Monsieur, on va vous repasser le micro. Qui avait levé la main. Relevez la main s'il vous plaît pour qu'on puisse vous retrouver dans la salle. Voilà, le micro arrive. On a eu droit hier à une définition de la biomasse. Monsieur Chauvin. Dominique Chauvin, voilà. Prospectiviste et animateur du groupe de réflexion sur la biomasse du think tank ID. On a eu droit hier à une définition de la biomasse. C'est la définition de la communauté européenne, qui est une définition unanimement partagée. Est-ce que je peux me permettre de rajouter dans cette définition de la biomasse le CO2 ? Et à ce moment-là, le CO2 devient une ressource. Madame Imbar n'a pas mentionné dans l'extension du projet BTL que le CEA conduit l'injection d'hydrogène pour précisément améliorer l'efficacité énergétique dont on a parlé et augmenter la production de BTL à la sortie. Et du coup, si on combine ces deux idées, l'idée serait de faire directement des carburants à partir du CO2 et de l'hydrogène, en attendant en plus que l'hydrogène devienne bio. Alors cette idée est déjà passée du côté des gaziers avec la méthanation, pour faire du méthane synthétique à partir de CO2 et d'hydrogène, mais on pourrait très bien l'envisager aussi pour faire des carburants à chaîne plus longue ou différente. Et du coup, ma proposition et ma question, c'est ne faudrait-il pas faire une étude prospective qui comparerait tous les projets que nous avons entendus aujourd'hui, dans leur complexité, le problème de la ressource et le coût capitalistique, avec des projets qui, très simplement, essaierait de combiner hydrogène et oxygène, hydrogène et CO2 pour faire des carburants de synthèse. Alors du coup, la ressource est liée au stock de CO2 qui ne cesse d'augmenter. Et comme la Commission s'escrime à vouloir lui donner un prix, je rappelle que ce prix serait un prix négatif. Donc en termes d'accès à la ressource, c'est plutôt dans le bon sens. Voilà ce que je voulais dire comme vision prospective. Je voulais m'associer aux commentaires du sénateur Marcel Deneux sur la profondeur et l'ouverture de ces débats. Et je voulais surtout remercier Jean-Louis Ball pour avoir permis ces 2 jours qui, pour moi, sont assez fantastiques et m'ont permis de faire passer des idées que j'essaye désespérément de faire passer 2007-2008. Et je vous en remercie. Merci, Monsieur Chauvin. Question suivante, à l'attention de nos intervenants. Et le CO2H2 ? Ah, pardon. Une réponse, évidemment, est attendue pour la... Pardonnez-moi, mais effectivement, vous procédez à quelques développements qui m'ont fait oublier, pardonnez-moi, Monsieur Chauvin, que vous aviez commencé par une question. Alors, je peux vous dire qu'il y a, au niveau du CNRS, un groupe de travail qui explore ce genre de situation, qui est... relié à une structure plus large qui s'appelle Alliance et qui regroupe l'ensemble de nos organismes de recherche, l'IFP, le CNRS, etc., et qui en effet regarde ce qu'on peut faire avec le CO2. Donc aujourd'hui, les choses ne sont qu'au niveau du laboratoire, mais il y a une réflexion qui intègre ce genre d'idées. Merci, Monsieur Jarry. Monsieur Florette ? Peut-être, effectivement, je pense que la valorisation du CO2 est quelque chose qui est beaucoup travaillé ici ou là. Moi, j'indiquerai simplement que les gaziers européens travaillent beaucoup sur ce qu'on appelle le power to gas.
Et donc là, l'idée, à partir d'électricité intermittente et de production fatale au moment où on n'en a pas besoin, effectivement, c'est soit de faire en 2 étapes, d'abord par électrolyse de l'hydrogène qui peut être injecté et mélangé dans les réseaux de gaz, et soit dans un deuxième temps, effectivement, fabriquer du méthane de synthèse avec du CO2. Voire de faire la réaction en direct, mais là c'est encore une autre paire de manches, et donc un certain nombre d'acteurs réfléchissent à ça, mais là je pense qu'on est aussi dans une recherche à moyen terme, on dira. Au minimum à plus long terme que ces projets que vous nous avez décrits pour l'instant. Je me tourne de nouveau vers la salle pour identifier les mains qui se seraient levées. Ce que je vais vous proposer à ce stade, puisque vous l'aurez compris, Madame la Ministre ne va pas tarder à nous rejoindre, dans quelques minutes vient-on de me dire, c'est de profiter de ce créneau qui nous reste pour vous suggérer d'intervenir sur tout autre sujet qui aurait déjà été évoqué à l'occasion de ce colloque, pour peu que nous ayons la possibilité de répondre, enfin que certains intervenants soient en mesure, en capacité de répondre à vos questions. Mais je vous propose d'élargir un petit peu. Il y avait une autre question, je crois que c'est M. Millon qui voulait intervenir ici au premier rang. Merci beaucoup. Une rapide question en fait, pour vous demander quelles sont vos perspectives, comment vous voyez le marché, notamment pour les filières BTL, du kérosène en fait, de deuxième génération, et comment vous sentez l'appétence du monde général de l'aviation par rapport à ces filières. Voilà. Merci. L'Académie des technologies a initié il y a un peu plus de 9 mois maintenant un groupe de travail qui relie en effet l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs du monde aéronautique, ceux de la production de kérosène et éventuellement les acteurs de la filière bio. Moi, ce que je sens à ce stade, mais encore c'est très préliminaire, c'est que tout le monde est d'accord pour penser que c'est probablement faisable techniquement, mais que les conditions économiques sont très loin d'être remplies et qu'il y a encore sûrement beaucoup de travail de tout ordre, pas uniquement technique et technologique, pour ramener tout ça à un stade qui soit véritablement concret. Il y a eu d'ailleurs au Salon du Bourget la semaine dernière une très belle expérience avec un Airbus qui a eu un réacteur qui a fonctionné avec 10% de biokérosène et qui est arrivé de Toulouse sans problème. Donc on sait que ça peut fonctionner. Merci. Madame Ilbach, bien sûr. De rajouter un élément par rapport à ça. C'est vrai que, comme je le disais précédemment, pour nous, on perçoit vraiment un vrai intérêt de la filière aéronautique concernant les biocarburants. Et d'ailleurs, donc, il y a une initiative européenne qui s'appelle Biofuel Flight Pass qui a été mise en place avec un objectif qui peut être considéré comme ambitieux, mais aujourd'hui qui est un objectif de production de 2 millions de tonnes de biocarburants à l'horizon 2020. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on peut se dire que c'est peut-être ambitieux, mais en tous les cas c'est un objectif. Alors par contre, c'est vrai qu'en termes de carburant, ils ne regardent pas forcément uniquement que le BTL. Il y a aussi un autre carburant dont on a, de ce que j'ai entendu peu ou pas entendu parler, qui est le carburant HVO. Donc qui conduit aux mêmes caractéristiques physico-chimiques en termes de carburant, mais qui par contre aujourd'hui pose des questions en termes de durabilité parce qu'il utilise plutôt une ressource type huile de palme. Donc il y a un enjeu à ce niveau-là. Merci pour cet éclairage aussi. Alors, Monsieur Millon, si vous parliez d'appétence, je crois que le terme était approprié. En tout cas, nous l'avons compris, s'il n'y a pas une véritable encore appétence avérée, il y a en tout cas un certain intérêt, semble-t-il. Merci. Monsieur Chauvin, je vous laisse continuer. Attendez, on va vous donner le micro. C'est le micro rouge pour la régie. Juste parce que le Bourget a été évoqué, je voulais rajouter un élément. Le scoop prospectif du Bourget a été l'annonce et la démonstration d'un avion électrique par EADS avec l'annonce d'un partenariat avec Siemens pour faire un court courrier électrique. Et ça, c'est en termes prospectifs quelque chose à regarder. Alors, ce n'est pas le sujet ici, mais par rapport aux 10 milliards qui ont été mentionnés sur la mobilité, je rappelle qu'il y a aussi un sujet d'avenir qui est la voiture électrique. Merci, Monsieur Chauvin. Monsieur, également, dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, mais je crois savoir que vous représentez
un support de presse, sauf erreur. Non, je représente une association Pardonnez-moi. des transports. Paul Voyez. Baptiste. Oui, monsieur Martel a présenté Futurol comme dans l'optique de production d'éthanol, mais j'avais l'impression que Futurol était plus largement intégré dans un contexte de chimie biosourcée. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Monsieur Martel. Merci. Alors, notre raison sociale de la SAS Prostol 2G, c'est la production d'éthanol. Mais il est clair qu'à partir du moment où on On vous entend très bien, et même très fort, si vous permettez. Non, mais justement, autant parfois, si vous permettez ce petit clin d'œil, parfois on a du mal à faire rapprocher les micros pour les intervenants, pour bien les entendre. Et je pense que c'est un petit peu le contraire vous concernant, si vous permettez cette remarque. Mais ça relève aussi de votre enthousiasme. Nous l'avons bien compris. L'audience is listening. Alors, oui, la première vocation du projet Futurol, c'est faire de l'éthanol avec tous les sucres disponibles. Il est clair que, vu la qualité de notre partenariat actionnaire de recherche, on a pu développer à côté de ça, lancer des pistes pour faire autre chose. Faire autre chose, c'est aussi bien sur les lignines qu'on peut sortir, qui sont des composés phénoliques très intéressants, et c'est aussi arriver à libérer une plateforme sucre, comme on appelle ça en anglais, qui peut s'orienter vers d'autres choses. Si vous changez la levure par un autre micro-organisme, vous pouvez faire des lipides, par exemple, des lipides pour l'aviation. Vous pouvez faire aussi du biobutanol, vous pouvez faire un certain nombre de molécules par fermentation, voire par chimie, si les pentoses vous intéressent. Donc c'est un peu, après, on est dans les retombées en fait du projet Futurol, sur le côté cognitif et extrapolation. Et ça, c'est clair que c'est une chance qui nous est offerte dans ce cadre-là d'explorer des biomasses moins connues, on va dire en termes compositionnels et réactifs, réactivité, que ne le sont les biomasses classiques. Merci, Monsieur Martel, pour cette réponse. Donc, comme je vous le disais il y a un instant, je vous invite à éventuellement rebondir sur d'autres sujets, notamment la table ronde précédente, puisque vous êtes pour la plupart... Vous avez été concernés ou auditeurs, spectateurs de cette table ronde. Si vous souhaitez profiter de la présence des intervenants de cette table ronde pour les interroger de nouveau ou les solliciter de nouveau. Vous avez compris qu'il s'agit un petit peu pour moi aussi d'occuper le temps qui nous reste, le temps de voir arriver notre ministre. Mais je compte sur votre contribution et sur votre compréhension pour y participer. Donc n'hésitez pas à lever la main. Eh bien, écoutez, monsieur, c'est avec plaisir, même si vous êtes déjà exprimé largement aujourd'hui, mais cela fait partie... voilà, une question là-bas au troisième rang, de ce côté. Monsieur qui représentait les céréaliers. Oui, donc une question, en fait, je pense, pour le ministère de l'Agriculture, sur le fait que... on va plafonner, enfin, il y a une idée de plafonner l'utilisation de biomasse de première génération, ou alimentaire, pour la production de biocarburants. On a vu par ailleurs que le débat sur l'ILUC était un débat qui pouvait devenir très très dangereux pour un certain nombre de biomasses, y compris de deuxième génération, voire au-delà. Donc la question d'une certaine façon, c'est est-ce que aujourd'hui, il ne faudrait pas envisager finalement une réflexion sur la part que l'agriculture ou la forêt pourrait être allouée à des utilisations non alimentaires par rapport à d'autres, à ces usages traditionnels, dans la mesure où, par exemple pour l'agriculture, il a été extrêmement naturel en fait pour elle-même de à la fois nourrir, vêtir, chauffer, etc. Donc la question c'est est-ce que le débat sur le plafonnement pourrait pas, sur les biocarburants, pourrait pas dériver vers un plafonnement plus général de l'utilisation de la biomasse vers ses usages énergétiques ou chimiques? Monsieur Millon, je me tourne vers vous. Je vous ai laissé écouter avec attention cette question que vous connaissez peut-être déjà. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de l'entendre. Je remercie le syndicat des céréaliers pour sa question. Alors, effectivement, on peut poser la question. On voit que le débat, la question est sous-jacente à partir du moment où on parle d'utilisation non alimentaire de la biomasse. Sur effectivement, à un moment, il faut faire des choix. La ressource est limitée, précieuse, et donc on peut amener cette question sur la table. Les biocarburants quelque part. Et traînent, disons, on va dire, voilà, essuient les plâtres de cette question-là au niveau européen.
On peut certainement répondre aussi à ces questions par rapport, avec l'amélioration de la politique sur la durabilité. Et donc, c'est une façon de répondre à la question, c'est-à-dire, voilà, si la Commission européenne prévoit éventuellement d'avoir une initiative sur l'extension des critères de durabilité aux autres usages non alimentaires de la biomasse, énergétique, c'est une façon de traiter, pour peu qu'elle soit bien faite, cohérente, et qu'elle ne soit pas un épouvantail à la mise en œuvre de ces filières innovantes et locales. Voilà, une façon de traiter ce sujet-là. Par contre, je vois mal quand même une initiative réglementaire générale qui donne un pourcentage plafond pour tous les usages non alimentaires de la biomasse. À ce stade, ça paraît délicat. Et c'est sûrement pas le ministère de l'Agriculture qui va se lancer dans cette piste-là en premier, mais c'est à regarder. Voilà. Merci, réponse de Normand sur cette question un peu compliquée. Merci en tout cas d'y avoir répondu avec les données en votre possession à date. Merci, monsieur. Oui, bonjour, Sylvain Demour, syndicat national des producteurs d'alcool agricole. Donc je rebondis sur la remarque concernant la ressource limitée et précieuse de la ressource de la biomasse et agricole. C'est peut-être des qualificatifs qu'on pourrait appliquer à la ressource pétrolière, qui elle est certainement limitée et précieuse. En ce qui concerne effectivement la biomasse et la ressource agricole, elle est certes limitée instantanément, mais on sait qu'elle croît. On sait que les terres agricoles disponibles pour l'agriculture sont très très nombreuses, et que la possibilité pour l'agriculture d'augmenter ses rendements est également extrêmement importante. Donc je reviens un peu sur la question précédente que j'avais posée à Madame Bateau, Madame Lepage, et que j'aimerais bien poser à Madame Bateau d'ailleurs. Quelles limites, effectivement, mettre sur les biocarburants, sur quel fondement mettre des limites, puisque on voit que sur les questions de changement indirect d'affectation des sols, on a une science qui est balbutiante, pour le moins dire, qui est faussée, certainement, dès le départ. Et sur les questions d'alimentation, on voit bien qu'on n'est pas dans une crise alimentaire due à un manque de ressources, ou alors où est le plan de la FAO et d'autres pour produire plus, pour répondre aux besoins mondiaux. Les causes de famine ne sont pas dans un manque global de biomasse. Donc pourquoi limiter les biocarburants sur une raison alimentaire qui n'est pas démontrée, alors que dans le même temps, les raisons environnementales ne le sont pas non plus. Donc on ne comprend plus quelle est la ressource précieuse, quelle est la ressource limitée. La ressource agricole, c'est une ressource renouvelable. Donc ce que l'on fait aujourd'hui est réversible. On saura, si on a besoin à un moment donné, utiliser la biomasse que l'on transforme en biocarburant, en biomasse disponible pour l'alimentation dans le futur. Donc la grande peur de 2050, justement, c'est 2050, c'est pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, laissons l'agriculture produire et laissons les transformateurs transformer en bioénergie, puisqu'on sait le faire et qu'on sait faire les deux en ce moment. Merci pour votre message, monsieur. Donc, message, évidemment, on a compris vos centres d'intérêt et ceux que vous représentez, mais ça fait partie aussi des principes du colloque d'affirmer et d'exprimer les positions des uns et des autres. Je me tourne une nouvelle fois vers vous. J'avais vu se lever une main, ce sera celle de monsieur Chauvin, mais qui a certainement des choses très intéressantes pour compléter le débat. En attendant, Si on ouvre le débat de la comparaison entre la ressource pétrolière et la ressource de biomasse, je crains qu'il faille commencer un nouveau séminaire. C'est deux choses qui sont absolument pas comparables et qui sont même aux antipodes de la réflexion. C'est-à-dire en termes prospectifs, c'est deux choses diamétralement opposées. Et du coup, c'est quoi la rareté? C'est quoi ce qui est précieux? Effectivement, la ressource de biomasse qui pousse sans arrêt sur un temps infini, elle est infinie. Et d'ailleurs, en tant que pétrolier, j'avais proposé à une époque qu'on mette les réserves dans les réserves SIC, et là, ça peut augmenter les réserves de façon infinie. On peut augmenter les réserves d'une compagnie pétrolière de façon infinie avec les ressources de biomasse. Et du coup, il y a d'autres paradoxes. Par exemple, si je ratiboise tout dans un champ de blé, il n'y a plus rien, et pourtant les réserves sont toujours infinies, puisque ça va repousser. Du coup, la question, c'est la capacité à repousser, et c'est la terre. C'est ça qui est précieux. Et au niveau de la terre, ce qui est précieux, c'est les micro-organismes qui sont dans la terre et qui font que la terre va être
arables, productrices, etc. Et donc ça, en termes stratégiques, c'est fondamental. Ça veut dire que s'il y a des déchets de biomasse quelque part, au lieu d'en faire de la deuxième génération, peut-être qu'on pourrait les retourner à la terre pour enrichir la terre et faire que la terre a une productivité plus grande. C'est le cas de la luzerne qui capte l'azote et qui remet l'azote dans le sol. De même, le CO2, le carbone, si on peut le remettre dans le sol. Et d'ailleurs, sur la capture et la séquestration du CO2, si au lieu de le mettre à 3000 mètres sous terre, on pouvait le mettre à 3 cm sous terre, ce serait peut-être déjà mieux. Merci, M. Chauvin. Une fois n'est pas coutume, je vous invite à garder le micro parce que j'ai une question complémentaire à ce sujet. L'un de nos intervenants tout à l'heure a évoqué le changement climatique, en tout cas des scénarios qui pourraient changer la prospective en matière d'eau disponible, notamment sur certaines zones de la planète. Inversement, est-ce qu'il y a des scénarios qui pourraient nous concerner, nous, en Europe, qui pourraient changer la donne? Parce que vous parlez effectivement de biomasse renouvelable à l'infini. Peut-être pas la même biomasse. Enfin, je ne sais pas ce qui est dit dans les prospectives d'aujourd'hui pour ce qui concerne la nature des cultures, les espèces cultivées, etc. Est-ce qu'il y a des prévisions de la prospective qui est faite en la matière ? Je n'ai pas de prévision à donner parce que je ne suis pas agronome, etc. Simplement, il y a un équilibre. Juste pour vous donner un exemple, pour ce qui concerne la forêt, par exemple, tout simplement, dont nous parlions beaucoup hier, il y a des prospectives qui sont faites sur les peuplements de telle ou telle espèce, comme on imagine, par exemple, un certain retrait du hêtre dans certaines régions à cause justement de variations, même infimes, de température. Tout ça, c'est connu, c'est cartographié déjà par les services de l'agriculture et autres. On sait qu'il y a des forêts qui vont plus ou moins disparaître à horizon 50 ans. Il y en a d'autres qui vont remonter en latitude. On sait aussi, par exemple, que le vin en Alsace a augmenté son degré d'alcool de déjà 0,4 degrés, uniquement parce qu'avec plus de CO2, la nature pousse plus vite. Et suivant que c'est du C4 ou du C5, ça réagit pas de la même manière. Donc le CO2 a lui-même une boucle rétroactive sur la biomasse. Il y a eu d'ailleurs des expériences au Canada où ils ont mis des tuyaux de CO2 au milieu de forêts pour que ça pousse plus vite. Donc on voit bien qu'il y a une relation entre CO2 et nature, de même qu'il y a une relation, etc. Mais pour être plus général par rapport à votre question, oui, il y aura des modifications. La biomasse terrestre, c'est une chose, mais mon point, si je peux me permettre, c'est qu'il y a une toute autre biomasse, d'une diversité encore beaucoup plus grande que la biomasse terrestre. C'est tous les micro-organismes, c'est tous les micro-algues. Et la biodiversité qu'on a dans ce monde, qu'on ne connaît pas du tout, sur les micro-organismes, on en connaît peut-être que quelques milliers et on en fait pousser de façon scientifique peut-être une centaine ou 200. Donc là, il y a un champ nouveau à explorer. Et bien entendu, je ne crois pas une seconde que malgré 10 milliards d'habitants, on aura un problème de famine un jour ou l'autre. Non, c'est une question d'abord d'organisation. Et dans les études prospectives de l'université d'Utrecht dans les années 2005, qui présentait très très bien le problème, on voyait qu'il y avait 4 paramètres à prendre en compte qui étaient tous du premier ordre. Alors on en connaît beaucoup, l'irrigation, etc. Mais il y en a d'autres qu'on connaît moins, comme le management des terres à l'échelle de la planète. C'est la même histoire que le remembrement à la française. Et puis c'est le conflit, non pas avec l'alimentaire humain, mais avec l'alimentaire des animaux. C'est-à-dire que quand vous avez des bovins à 1 unité par 10 km² en Argentine, on peut se poser la question s'il n'y a pas un management des terres plus rationnel à faire et qui dégagerait beaucoup de kilomètres carrés pour faire de la biomasse supplémentaire. Donc c'est un champ ouvert, c'est un champ nouveau et qui mérite d'être exploré de façon prospective, scientifique et stratégique. Merci, Monsieur Chauvin. Je vais récupérer ce micro, si vous le voulez bien, qui, je pense, était affecté à la scène pour être sûr de le retrouver en cas de besoin. Pas d'autres questions. Merci de vos efforts quand même. Une autre ? Voilà. Écoutez, Madame la Ministre arrive. Merci, Monsieur Le Picard, de me faire signe. Écoutez, ça va juste me laisser le temps de vous remercier encore une fois et de vous proposer d'applaudir nos participants et nos intervenants de cette dernière table ronde de l'édition 2013 du colloque Biomasse. Merci, Madame, Messieurs, encore une fois.
Et pour ce qui me concerne, juste avant de céder la place aux interventions officielles sur cette scène que j'ai occupée avec plaisir pendant ces 2 jours, il me reste à vous remercier très sincèrement pour déjà la sérénité dans laquelle vous avez bien voulu participer à ces débats, et puis pour vos contributions, vos interventions, vos questions tout aussi pertinentes les unes que les autres. Merci encore pour ce plaisir partagé, j'espère.